Nous abordons un module maintenant qui va intéresser de nombreux parents car il s'agit de la gestion des écrans. Comment gérer l'hyperconnectivité de son ado sans s'énerver. Gérer les écrans, c'est le nouveau challenge des parents et sans doute le plus difficile. On vit avec les écrans, mais entre ceux qui prônent un non-usage et ceux qui sont pour un usage raisonné, je vous rappelle que les pontes de la Silicon Valley ont pour certains interdit les écrans à leurs enfants, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Un sondage a montré que les écrans étaient l'une des principales sources de conflits entre parents et ados, et il est facile de voir ici le lien avec la scolarité. Alors, comment gérer les écrans sans s'énerver? La première chose à faire est de savoir quels sont les impacts des écrans sur le développement cérébral, les impacts ensuite sur la scolarité et dans la dernière partie, je vous donnerai bien sûr des stratégies à mettre en place. En préparant ce module, j'ai vraiment eu à cœur de vous aider à avoir des repères parmi tout ce qui est dit concernant l'usage et les conséquences des écrans sur nos enfants et nos adolescents et surtout aussi de vous donner une méthodologie, des stratégies efficaces pour mieux communiquer, car gérer les écrans quand on est parent, en fait, c'est communiquer aussi sur les écrans afin de ne pas être toujours dans le réactionnel. Donc à la fin de ce module, vous saurez quelles sont les conséquences de l'usage des écrans sur le développement cérébral et la scolarité de votre ado. Vous pourrez avoir des repères concernant les limites à ne pas dépasser et à quel moment poser un cadre plus ferme. Vous pourrez avoir confiance pour mettre en place des stratégies efficaces à adapter à votre adolescent et vous saurez comment communiquer sans s'énerver avec votre adolescent concernant sa gestion des écrans. Comme l'alimentation, l'éducation aux écrans est une éducation nécessaire. J'ai un certain âge et je me souviens d'un temps où le seul écran qui pouvait être source de conflit était celui de la télévision. Je ne vais pas dire que c'était mieux avant, cela ne sert à rien de penser au passé, il vaut mieux s'adapter au présent, essayer de trouver des solutions, des compromis, des négociations avec notre adolescent hyper connecté. Donc nous devons être au courant, première chose en tant que parents, de ce qui se passe derrière l'écran et nous devons l'accompagner sans trop être paranoïaque non plus, en faisant confiance à notre adolescent. Les observateurs et scientifiques commencent à avoir du recul sur l'impact des écrans sur les enfants et les jeunes. Les dangers sur le cerveau des plus petits est bien réel, nous le savons. Avant de poursuivre sur ce sujet, je tiens à donner mon avis de mère d'ado connecté et mes observations. J'ai toujours été très vigilante avec mon fils sur l'utilisation des écrans et de l'écran. En primaire, les règles imposées étaient assez strictes. Il y avait une tablette, hein, effectivement, pas forcément la télé, avec parfois des dessins animés, mais pas en semaine. La priorité à l'entrée du CP était la maîtrise de la lecture et le goût de la lecture. D'ailleurs, les années primaires étaient des années de lecture intense, on va dire, et régulières pour mon fils, qui maintenant, adolescent, rechigne un peu plus. À mon grand désespoir, mais bon, je me dis qu'il y a des périodes comme ça où effectivement la lecture, il va peut-être retrouver le goût de la lecture plus tard. L'usage de l'écran était donc récréatif et contrôlé, tablette ou jeux vidéo. Puis j'ai adapté au fur et à mesure de son âge. Bien sûr, pas de télé dans la chambre jusqu'au jour où nous avons en fait gagné une télévision et l'avons installée dans sa chambre avec un contrat hyper clair. Nous n'avons pas eu de problème à le faire respecter, il faut dire que j'étais très présente. Et c'est vrai, je l'avoue que être présent pour son enfant, être dans la maison, est un énorme avantage pour pouvoir un petit peu surveiller. À partir de l'année de 5e, notre fils a eu son portable, en fait qui était un portable, mon portable que je lui avais donné, et nous en contrôlions l'usage. Peu à peu, le portable a pris le pas sur les autres écrans et j'ai vu une différence notable à partir de la fin de la 4e avec les réseaux sociaux, 4e, 3e je dirais. Mon fils étant un garçon, bon, je ne sais pas si effectivement ça y joue, mais je pense qu'il y a plus de garçons qui jouent aux jeux vidéo que de filles. Les jeux vidéo sont bien sûr toujours très attractifs et il y joue régulièrement.
Je ne vais pas vous mentir, je trouve qu'il passe trop de temps sur son téléphone et qu'il ne lit plus autant qu'avant, c'est ce qui me désespère un petit peu. Par contre, je pense que le fait d'avoir imposé des règles très jeune, plus jeune, lui avoir expliqué les dangers potentiels, même de façon plutôt angoissée, il déteste quand je lui dis tu vas devenir addict, je sais que j'ai eu des comportements un petit peu culpabilisants, a permis, je pense, de maintenir certaines règles à un âge où le contrôle peut vite tourner au conflit, c'est-à-dire à partir de 15 ans, peut-être plus jeune pour certains. Une heure limite a toujours été donnée pour le soir. Le téléphone n'est pas dans la chambre, et même si à l'heure où je fais ce programme, mon fils a 17 ans et c'est quand même un âge où effectivement on lui donne plus de liberté, mais le téléphone en semaine n'est pas dans la chambre. Le soir, pour le soir. Fait étonnant pour moi aussi ce qui concerne les jeux vidéo. Il me demande toujours la permission de jouer en semaine. Il a beaucoup de devoirs, donc effectivement, je pense qu'il a pris une habitude. C'est pour ça que je dis qu'en fait, les écrans, c'est vraiment des habitudes à mettre en place très très tôt pour avoir moins de problèmes plus tard. Pour ce qui est des séries, puisque ça aussi c'est ce qui est arrivé avec l'émergence des plateformes, Netflix, compagnie, etc. Il est assez fan de séries, il a regardé des séries pendant le confinement. Le deal, ça a toujours été qu'il regarde en VO et maintenant de toute façon il est habitué à les regarder en VO. Je conseille fortement, fortement aux parents de faire cela, de regarder les films et les séries en VO. Suis-je complètement satisfaite de la façon dont j'ai géré son éducation numérique? Alors, pas tout à fait. Je vais être très franche, je regrette le temps où il passait plus de temps sur ses lectures et ses Legos que sur son écran. La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses, c'est vrai. Il y a eu bien sûr plus d'écrans, il a fallu revenir à des règles plus strictes dès la rentrée. Mais je ne pense pas qu'il faille, comme je le dis, diaboliser les écrans, même si j'ai lu quelques livres pour faire ce programme qui m'ont un petit peu, comment dire, désespéré, effaré et apeuré. Mais une chose est sûre, comme pour de nombreux domaines, l'éducation doit se faire dès le plus jeune âge, car lorsque l'enfant grandit, il est plus difficile de fixer des limites. Mon fils le sait, ce qui est important, c'est bien évidemment que les résultats scolaires n'en souffrent pas et tout aussi important que son sommeil ne soit pas perturbé. Je peux comprendre le besoin d'interaction qu'a mon grand ado avec les réseaux, la communication, je le respecte, mais il est important aussi qu'il sache que nous sommes toujours aussi vigilants sur cet aspect-là de son éducation. Il faut savoir que les écrans ont un véritable impact sur le développement cérébral des adolescents. En décembre 2018, des chercheurs américains ont montré que les enfants utilisant les smartphones, tablettes et jeux vidéo plus de 7 heures par jour présentaient un amincissement prématuré du cortex. Je ne suis pas là pour vous faire peur, juste pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et je vous avoue que moi-même, quand j'ai préparé ce programme, j'ai été, comme je vous l'ai dit, un petit peu apeurée, culpabilisée par ce que j'ai lu, parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de laisser les écrans à mon adolescent? Bon, il peut y avoir effectivement une conséquence avec un vieillissement prématuré du cerveau, avec aussi des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre le temps passé sur les écrans et la baisse des capacités cognitives si importantes pour la réussite scolaire, une augmentation parfois de l'anxiété, les troubles relationnels, difficultés d'attention, manque de sommeil, risque de dépression ou encore obésité. Le problème des écrans avec le cerveau de l'adolescent et du jeune en général, qui est en construction, je vous le rappelle, c'est qu'il est un peu comme l'appel des sirènes. Les chercheurs en neurosciences sont tous d'accord sur un sujet. Le cerveau, et nous en avons parlé, des adolescents est hypersensible à la récompense. Or, ils vivent dans une société dans laquelle on peut très vite être récompensé avec des likes, avec des bonus sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Et tout ce qui crée ces jeux vidéo, ces réseaux sociaux ont bien compris comment les manipuler et les stimuler. La première chose sur laquelle nous devons être, nous, parents, très vigilants, c'est l'impact du portable sur le sommeil de notre enfant. 43% des ados dorment moins de 7 heures par nuit la plupart du temps. Le portable et l'introduction du portable dans leur vie depuis maintenant quelques années en est responsable. Donc, parents, il n'y a pas de demi-mesure concernant l'usage du portable la nuit. Il doit être hors de la chambre.
On le sait maintenant, les divers confinements ont augmenté le temps passé sur les écrans. Une psychologue américaine a montré par une étude que la conséquence était la tendance de certains ados à se refermer, à avoir plus de mal à faire des expériences, le fait de rester enfermé, plus enfermé dans son écran. Donc c'est à nous, parents, notre rôle est de les aider à s'extérioriser, à avoir, par exemple, pourquoi pas pour les plus grands, un petit boulot, à leur donner plus de responsabilités, à les pousser, entre guillemets, vers l'extérieur, pour les rendre plus indépendants. Les impacts des écrans sur la scolarité ont été étudiés aussi. Et il y en a quelques-uns que vous pouvez peut-être reconnaître et sur lesquels, en tout cas, vous devez être très vigilant. Le manque de sommeil, c'est évident. Le manque de concentration, qui est dû au manque de sommeil. Des résultats en baisse, parce que le jeune est trop sur ses écrans ou a trop la tête ailleurs à cause des écrans. La tendance à la facilité, la difficulté de compréhension de consignes simples. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est une conséquence. Le fait de zapper, la culture du zapping, l'adolescent va faire moins d'efforts pour la réflexion, pour essayer de faire des efforts de compréhension de choses parfois simples. La tendance aussi à la prise de parole sans filtre, sans réfléchir, sans écouter, un peu comme sur les réseaux sociaux. La tendance au bavardage en classe, qui sont des bavardages ou des commentaires qui ne sont pas forcément en relation avec le cours. La démotivation, le manque de curiosité autre que pour les réseaux ou pour les écrans. Concernant l'impact des écrans sur les performances scolaires, on peut se poser la question suivante. Est-ce que le manque de concentration en classe de mon ado est dû aux écrans et dû à un usage excessif des écrans? Pour répondre à cette question, je vous renverrai une autre question. Est-ce que votre adolescent, quand il joue aux jeux vidéo, quand il regarde un film, a du mal à se concentrer? Non? Alors ça veut dire qu'il n'a pas de problème réel de concentration. Le manque de concentration en classe est peut-être un manque d'attention et ce manque d'attention est dû à un manque d'intérêt et de motivation, donc la problématique doit être à chercher ailleurs. Alors quand s'inquiéter, quand se dire bon peut-être que mon adolescent est un petit peu trop accro à son écran? Eh bien par exemple si vous proposez de partir en vacances sans portable ou avec un usage restreint et que votre adolescent dit non je préfère ne pas partir en vacances mais je garde mon portable. Évidemment là nous parlons de jeunes adolescents donc vous allez voir en fonction de l'âge de votre adolescent. Si votre adolescent préfère être privé de sortie plutôt que de portable, s'il n'a pas d'autres activités, ça c'est très important, que ce soit sport, musique, lecture, réunion avec des copains ou des copines. S'il est plus à l'aise dans sa chambre que dans une fête ou dans un regroupement. S'il dort moins de 7 heures par nuit. S'il ne peut pas voir ses copains en chair et en os sur une longue période, dans le sens où s'il n'a pas d'interaction sociale à part les interactions en classe. Mais si votre jeune est bien dans sa peau, si ses résultats sont bons, s'il a une vie sociale, s'il a des activités extrascolaires, alors là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Il va falloir effectivement poser certaines règles en fonction. Alors, quelles sont les stratégies à mettre en place? La méthode que je vous propose de suivre est une méthode que j'ai conçue en 7 étapes à partir de mon expérience de maman d'adolescent connecté, à partir aussi de mes diverses lectures, des avis des pédopsychiatres, des psychologues, des scientifiques sur l'impact des écrans sur le cerveau des enfants et sur les performances aussi sur la scolarité. Chaque étape proposée comme un palier qui va vous permettre de mettre en place des actions et des stratégies qui vont aboutir à une transformation, à un changement dans votre façon de gérer les écrans avec votre adolescent et de ce fait, un changement chez votre adolescent par rapport à sa gestion des écrans. Montrer l'exemple, être au courant, faire le bilan, informer, instaurer les règles, faire respecter les règles et le cadre, apprendre à votre adolescent à mieux gérer, voilà les différentes étapes que je vais maintenant détailler.
L'étape 1, qui est une étape basique, est d'être un parent qui montre l'exemple. Donc, à vous de faire votre petit bilan, on va dire, de l'utilisation de votre portable et des écrans en général, pour savoir quelle image vous allez renvoyer à votre adolescent par rapport à l'utilisation de ces écrans. Ensuite, l'étape 2, c'est d'être un parent au courant. Être un parent au courant, ça veut dire s'intéresser à ce que regarde votre adolescent, suivant son âge, évidemment. Vous allez être beaucoup plus contrôlant au collège qu'au lycée, mais avoir toujours un œil sur ce que fait votre adolescent sur les écrans. Vous pouvez lui poser la question sans forcément être trop autoritaire. Vous devez lui dire que quand il est collégien, s'il veut s'inscrire sur un réseau, il doit vous en parler. Vous pouvez aussi être le parent qui va s'intéresser aux jeux vidéo que regardent ses enfants. En fait, vous allez montrer que vous n'êtes pas son ennemi numérique et que vous avez une certaine ouverture d'esprit, curiosité, parce que si vous êtes toujours dans le dénigrement de ses activités numériques, vous ne pourrez pas rentrer en lien avec lui pour une communication. Donc intéressez-vous, même si parfois on fait un petit peu de manipulation. Mon fils, effectivement, me montre parfois des vidéos que je trouve complètement débiles. Mais bon, je pense que s'il fait ça, c'est qu'il veut partager quelque chose avec moi. Donc je regarde, je donne mon avis, hein, mais je ne suis pas toujours dans mais ce que tu regardes là, c'est des bêtises. J'essaye de me contenir parfois parce que c'est difficile. La gestion des écrans, c'est aussi une question de communication. Plus vous allez montrer que vous pouvez, vous comprenez, que vous êtes, comme je l'ai dit, ouvert à ce monde numérique de votre adolescence, ce deuxième monde, plus vous allez pouvoir entrer dans une communication où votre adolescent vous fera confiance et vous écoutera. Par exemple, en ce qui concerne les images inappropriées, sachant que 80% des enfants de 11 à 13 ans ont eu accès à des images inappropriées, ben, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez imposer des règles et vous allez agir en fonction aussi de leur âge. Si votre adolescent a 11 ans qu'il a déjà eu accès à des images inappropriées, ça veut dire qu'il y a une nécessité de paramétrage et d'accès sur son téléphone, pardon, s'il en a un. Vous devez aussi lui faire comprendre que tout a des conséquences, lui parler de sa e-réputation, parce que les images restent, tout reste. Les adolescents sont parfois un petit peu légers par rapport à ça et n'ont pas conscience que des images peuvent ressortir 10 ans après. Bon, les choses évoluent quand même et de plus en plus d'adolescents sont éduqués même à l'école par rapport à ça. Mais bon, nous parents, nous devons toujours leur rappeler les dangers des images qu'ils postent et de la e-réputation. Ensuite, étape 3, faire le bilan de ces activités numériques, bilan que vous pouvez faire vous aussi pour vous. Vous avez le temps d'écran sur les portables parce que je pense que maintenant les portables, surtout au niveau des adolescents, prennent beaucoup plus de place que les jeux vidéo ou pour les collégiens, les DS de notre époque, même si ça existe encore évidemment. Mais je pense que le portable maintenant est tellement sophistiqué que de plus en plus de jeunes l'utilisent même pour les jeux, etc. Bon, les jeux vidéo sont toujours très prégnants, hein, mais beaucoup moins facile d'accès, on va dire, hein, puisque normalement, il doit y avoir une permission des parents, surtout au collège, pour jouer aux jeux vidéo en semaine, ce que je ne recommande pas, hein, c'est mon avis. Mais voilà, le téléphone est vraiment la troisième main, et donc c'est là qu'il va falloir être très vigilant et faire le bilan de ces activités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez plusieurs façons de regarder le portable. Vous avez le temps d'écran qui va vous indiquer ça d'ailleurs. Euh, et il y a une manière d'être actif et une manière d'être passif. Si votre adolescent est très actif dans la communication, qu'il s'en sert comme téléphone pour communiquer, que c'est la plupart de son temps passé sur l'écran, finalement, c'est OK parce que, rappelez-vous, nous aussi, on passait beaucoup de temps sur le téléphone avec nos amis. Si votre adolescent passe beaucoup plus de temps sur les réseaux, mais de façon passive, c'est-à-dire, il va regarder des vidéos, il va liker des stories, etc. Là, nous sommes dans une utilisation passive des réseaux et des écrans.
À ce moment-là, il faut essayer de voir ce que ça peut cacher entre guillemets. Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que ça devient une sorte addiction de regarder des vidéos? Est-ce que c'est un besoin aussi de déstresser en revenant de l'école, de regarder des vidéos plus ou moins marrantes et des choses qui lui plaisent finalement, qui sont en rapport avec ses centres d'intérêt, même si parfois nous on ne comprend pas grand-chose en tant que parents de ce qu'il regarde hein, avec ces vidéos. Est-ce qu'il joue beaucoup sur son portable, les petits jeux? Après, il y a tout le côté pronote, d'été ou autre. Donc, vous pouvez déjà faire avec lui une communication basée sur le bilan de ses activités numériques et lui dire, voilà, tu passes tant de temps sur ça, sur ça, sur ça, qu'est-ce qui est vraiment indispensable pour toi? Si votre adolescent vous dit communiquer, alors ça veut dire que le reste peut être réduit et toujours avec un contrat de confiance et de communication, vous pouvez essayer de voir comment faire pour lui et lui faire comprendre qu'il est mieux peut-être de communiquer avec son portable que d'être dans une passivité qui peut être réduite et qui est très très chronophage. Concernant l'usage du numérique, il y a des choses que tout enfant et tout ado doit savoir et donc des choses que vous, en tant que parent, vous pouvez leur transmettre. Donc évidemment, la première chose, c'est de ne pas mettre d'infos trop personnelles, de ne pas dévoiler sa vie. Mes parents partent en week-end, on ne sait jamais, une personne mal intentionnée peut se dire tiens, il n'y aura personne à la maison. Pas de photos compromettantes non plus. Attention aux photos trop dénudées pour les jeunes filles et pour les garçons aussi. Savoir que derrière un profil se cache toujours un autre profil. Ça, c'est quelque chose de très important à transmettre à vos adolescents. Ne pas se rendre à un rendez-vous fixé par un inconnu sur le net. Savoir que même si on supprime une photo ou une vidéo, elle n'est pas forcément effacée. Certains adolescents sont un peu naïfs sur le sujet, donc ça c'est quelque chose à leur faire comprendre assez rapidement. Ainsi que le fait de ne pas cliquer sur n'importe quel lien, de ne pas s'inscrire aussi sur les réseaux, sur n'importe quel réseau, sans l'accord des parents, surtout quand on est collégien. Et en fait, le bon usage numérique implique aussi que quand on est sur les réseaux, on est comme dans la vie réelle, on n'est pas grossier, on ne menace pas ou on n'est pas diffamatoire. La prochaine étape, une fois que vous avez maîtrisé, que vous avez montré à votre adolescent que vous n'êtes pas forcément son ennemi numérique, comme je le dis, une fois que vous avez donné aussi les règles de bon usage numérique, vous allez pouvoir installer des règles personnelles au sein de votre famille avec lui, en négociant avec lui si nécessaire. Donc attention à ne pas être dans une communication qui soit simplement sur un mode réactionnel du type je te confisque le portable sans vraiment avoir eu de discussion auparavant, juste par énervement. Alors je peux comprendre effectivement que parfois c'est ce qui nous arrive quand on voit notre adolescent passer tant de temps sur l'écran et que, par exemple, les résultats sont en baisse ou même la communication avec nous devient plus agressive. Il vaut mieux être en mode parent qui va dire, qui va écouter, qui va dire son besoin et qui va dire le problème, dire ce qu'on attend de notre adolescent. Car il est important de ne pas projeter, il est important, vous en tant que parent, de réfléchir à ce que vous attendez de votre adolescent avant de rentrer, on va dire, tout de suite dans le vif du sujet avec colère et de façon réactionnelle. Pour les jeunes adolescents qui sont par exemple au collège, vous devez absolument, et là je dis vous devez, instaurer une sorte de parking de nuit pour les appareils, c'est-à-dire un endroit où tous les appareils seront. Il y a un couvre-feu, c'est-à-dire une heure limite. Pas de réveil téléphone parce que ça peut être aussi une façon pour certains de passer à côté, d'utiliser le téléphone qui est juste à côté pour dormir. Et évidemment, pas d'écran dans la chambre ou alors s'il y a des écrans, il faut que vous soyez le gardien de ces écrans. Comme je l'ai déjà évoqué plus tôt, l'important, c'est une communication qui soit pour vous la plus calme et posée possible concernant l'usage du numérique pour votre enfant, votre adolescent. Alors, comment bien communiquer avec son enfant, son jeune adolescent, pour que des deux côtés, chacun puisse exprimer
ses besoins, sachant que vous êtes toujours, vous le parent, le cadre qui aura, on va dire, le dernier mot par rapport à cet usage-là. Si vous avez pu poser un cadre clair et imposer des limites dès le plus jeune âge, et que maintenant vous trouvez que c'est difficile, je vous conseille de ne pas baisser les bras. Quand on est parent d'ado, face à notre grand enfant, on peut se sentir parfois impuissant, car l'ado sait trouver les bons arguments. Après tout, c'est une qualité. Je pense qu'il faut, dans ce cas-là, exprimer vraiment votre ressenti et vos inquiétudes avec des phrases en je et non pas en tu. Si vous lui dites tu passes trop de temps devant les écrans, c'est une affirmation qui n'est pas vraiment efficace pour lui, car elle est creuse. Bon, elle est générale. Vous pouvez essayer d'être plus précis. Je suis inquiète que tu passes autant devant les écrans. J'ai l'impression que, je pense qu'on devrait en discuter tous les deux pour trouver un terrain d'entente. Je me sens responsable de ton éducation dans ce domaine-là aussi. Il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que si vous changez votre formulation, votre façon de communiquer, vous allez voir de l'autre côté peut-être un sourcil se hausser dans le sens où il y aura de la surprise. Et une nouvelle communication va être les bases d'une nouvelle relation avec votre adolescent. Si vous avez envie donc que les choses changent, et je pense que si vous écoutez ce programme, c'est que vous avez envie de passer à l'action, de mettre des choses en place, d'essayer d'autres choses plus efficaces que ce que vous faites déjà avec votre adolescent. Concernant les écrans, la première chose est de mettre les choses à plat de votre côté. Donc, je vous conseille maintenant de prendre une feuille, d'écrire tout ce que vous reprochez à votre adolescent concernant son usage des écrans. Alors, inutile de lui asséner des reproches directement en premier lieu. Je pense que cette première étape de poser par écrit ce que vous reprochez va vous permettre justement, vous, d'être plus au clair et d'éviter l'attitude réactionnelle qui n'est pas une attitude de communication efficace. Vous pouvez faire cela tout de suite, vous mettez en pause la vidéo et vous pouvez tout de suite effectivement écrire ce que vous reprochez, ce que vous aimeriez. Une fois que vous avez, on va dire, vidé votre sac sur papier, vous allez écrire vos besoins. Peut-être d'ailleurs, vous avez déjà écrit vos besoins. Est-ce que vous avez besoin qu'il vous écoute quand vous lui demandez d'éteindre sa PlayStation, par exemple, ou d'éteindre le portable? Est-ce que vous avez besoin de respect? En fait, tout cela a à voir avec ce que ça va titiller en vous. Ce travail est très important. C'est un travail que vous allez faire sur vos valeurs. Je vais vous donner une petite anecdote concernant ma vie de famille, on va dire. Et il y a des moments où je trouvais que mon mari, mon fils ne venaient pas assez rapidement à table. Et je leur ai dit, voilà, moi je ne me sens pas respectée, le respect de la cuisinière. Maintenant, c'est un peu une blague entre nous. Au lieu de crier plusieurs fois, je dis le respect de la cuisinière. Eh bien, figurez-vous que ça a marché. Parce que j'ai dit, voilà, j'ai exprimé mon besoin, j'ai dit, je ne me sens pas respectée. Et le respect de la cuisinière. Donc vous pourriez aussi avoir cette façon de communiquer. Si pour vous la valeur du respect est très importante, et on sait que chez les jeunes, ce mot est très important, mais ça peut évoquer, ça peut réveiller quelque chose chez votre jeune qui va faire qu'il va être plus dans l'écoute que simplement du reproche. Une fois que vous avez fait cette auto-analyse, parce que finalement c'est une sorte d'auto-analyse, qui est très très importante parce qu'elle va vous permettre, comme je vous l'ai dit, le passage à l'écrit permet au cerveau justement de poser les choses. La deuxième étape, c'est de trouver un moment tranquille avec votre adolescent, pas n'importe quand, de préférence aussi quand il ne s'y attend pas vraiment. En fait, vous ne devez pas aborder le sujet à chaud, au moment où il est en pleine action en train de dégommer des zombies, que ce soit sur le jeu vidéo ou que ce soit sur l'écran, surtout s'il est en communication sur l'écran. C'est un peu comme si vous interrompiez. Il est normal qu'il vous fasse un petit peu la tête. Donc, vous devez avoir un air très sérieux et convaincu en lui disant que vous voulez discuter avec lui de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez en discuter pour trouver des solutions.
Quand je dis à un moment, pardon, à un moment où il ne s'y attend pas, c'est-à-dire que peut-être qu'il va se dire, tiens, il y a quelque chose de grave. Et si par contre vous en parlez alors qu'il est en plein dans l'action, il est en plein dedans, évidemment, il va se douter que vous allez parler de son usage des écrans et ça va être moins efficace dans la surprise. Alors, bien sûr, si les écrans sont la principale source de conflit entre vous, il ou elle va deviner peut-être tout de suite, mais ça vaut le coup d'essayer de changer le moment où vous allez communiquer sur cette problématique. Alors, on peut se poser la question, quand est le bon moment de passer à des sanctions par rapport aux écrans? Alors, parfois, le plus facile pour les parents, c'est quand les résultats scolaires ne suivent pas. La restriction est alors la sanction la plus adéquate. Si votre enfant, votre jeune adolescent ne veut pas s'autodiscipliner, alors que vous lui avez laissé la chance pour le faire, c'est qu'il n'est pas encore prêt à s'organiser afin de concilier écran et scolarité sans encombre. La discussion alors devra se conclure par un contrat passé entre vous. Même s'il se trouve cette idée de contrat un petit peu ridicule, vous devez essayer d'utiliser ces mots-là. Les jeunes aiment bien quand même cette idée de contrat, cela leur donne l'impression d'être partie prenante, d'être pris au sérieux aussi. Quand on parle communication avec son adolescent, on parle surtout en fait de négociation. Négociation avec les grands ados plus qu'avec les plus jeunes adolescents qu'on peut un peu plus, on va dire, contrôler. On peut être un peu plus dans le contrôle et dans une sorte d'autorité qu'il va falloir qu'on assouplisse lorsque notre adolescent va grandir. Donc, que doit-on négocier avec son ado concernant les portables? Vous voyez, je m'entends dire les portables tellement je suis persuadée que de toute façon, de plus en plus, le portable va remplacer tous les écrans. Donc, que doit-on négocier avec son ado concernant les écrans? Je pense que vous pouvez faire, si vous voulez, un contrôle du temps d'écran. Mais je pense qu'en fait, c'est votre présence, surtout en fin de journée et le soir, si c'est possible, vérifier à quelle heure il va aller se coucher. Alors oui, c'est une contrainte, même quand on a un adolescent de 16, 17, 18 ans, mais je pense que c'est nécessaire, hein. Ça peut se faire naturellement par rapport à l'adolescent qui ira de lui-même se coucher, même si parfois on trouve qu'il se couche un petit peu tard. Mais ça, vous pouvez le voir dans la semaine s'il est fatigué, s'il manque de sommeil. C'est toujours cette idée de le sommeil est essentiel à mon adolescent. Suis-je capable de lui faire confiance, justement? Posez-vous cette question. Je ne peux pas répondre à votre place, mais je pense que certains parents sont trop méfiants par rapport à leur adolescent et le considèrent incapable de s'autogérer, même si effectivement il y a quelque chose à voir avec une immaturité par rapport à sa maîtrise et sa gestion de soi. Mais essayez de lui faire confiance et vous verrez que la relation peut évoluer très rapidement, car votre adolescent, que demande-t-il? Il demande la reconnaissance et que vous lui fassiez confiance. Donc cette histoire de temps de portable, d'écran, de gestion d'écran, etc., doit vraiment être une sorte de contrat que vous allez passer avec votre adolescent pour que chacun puisse savoir un petit peu quel est le cadre précis. Le cadre qui va s'assouplir, bien sûr, peu à peu. Comme je l'ai dit en introduction, la gestion des écrans est un véritable challenge et défi pour les parents d'aujourd'hui. Il peut y avoir de l'énervement, il peut y avoir aussi une influence sur la relation avec notre adolescent, puisque nous-mêmes, nous allons adopter des comportements de colère, d'énervement, de frustration. Eh bien, la gestion des écrans est aussi la gestion de nos comportements en tant que parents. Ne plus s'énerver veut dire changer notre façon d'aborder notre gestion, d'aborder le sujet avec nos adolescents pour rester dans une relation qui soit saine, qui ne soit pas toxique et basée simplement, on va dire, sur un rapport dominant-dominé, nous étant, le parent étant celui qui veut imposer, qui veut être dans le contrôle absolu, et c'est ce qui est difficile, car effectivement, il va falloir poser un cadre et mettre du contrôle.
l'essentiel est de trouver le juste milieu entre trop de contrôle et pas assez. Donc ne plus s'énerver, je reviens sur ça, est en rapport fortement avec nos comportements en tant qu'adultes. Vous l'avez sans doute remarqué si vous vous énervez assez couramment sur le sujet, quels sont les fruits que cela porte par rapport à la gestion des écrans par votre adolescent? Posez-vous la question. Ne plus s'énerver, c'est en fait changer notre façon de communiquer avec notre adolescent. Quand nous nous sentons trop énervés, justement, nous savons nos déclencheurs. Donc, quand nous nous sentons trop énervés, alors pourquoi ne pas faire un stop et dire, écoute, pour l'instant, je suis trop énervé. On en reparlera plus tard. Nous arrivons à la dernière étape de cette méthode où je vous donne des stratégies pour mieux gérer les écrans avec votre adolescent. Exprime ici le lien justement que vous avez construit, cette transformation dans la communication que vous avez pu mettre en place pour ne pas être simplement dans du réactionnel. Je réagis, je m'énerve et la communication peut être complètement coupée. On parle de crise d'adolescence, on en a parlé déjà. Les conflits sont-ils vraiment, vraiment, vraiment nécessaires? Un conflit n'est pas forcément quelque chose de négatif, on l'a dit, c'est-à-dire qu'un conflit montre qu'il y a quelque chose, un problème à régler. Si les conflits sur les écrans sont récurrents, ça veut dire que quelque chose n'a pas été réglé. Donc, il se peut que vous, même en ayant mis ce que je vous ai conseillé en place, vous ayez encore des conflits. Il ne faut pas culpabiliser pour ça et c'est tout à fait normal. Par contre, si les conflits redeviennent récurrents, c'est qu'il va falloir encore renégocier, on va dire, une sorte de contrat de communication entre vous et votre adolescent. Nous l'avons dit, il est très difficile de s'autodiscipliner pour un adolescent parce que il est dans une période de construction et son cerveau est extrêmement sensible à la récompense et à l'appel des sirènes, les sirènes étant ici les écrans. Donc c'est nous, parents, qui pouvons lui donner des conseils par rapport à cela et lui dire que même si vous avez l'impression qu'il n'écoute pas, sachez que votre adolescent entend ce que vous dites et qu'il va le garder et qu'il peut le mûrir, même s'il ne répond pas sur le coup. Ce que vous dites, vous avez l'impression que ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, mais c'est toujours intégré. Vous pouvez le remarquer d'ailleurs, quand vous dites quelque chose qui vraiment touche votre adolescent, il va vous le faire remarquer. Donc le conseil que vous pouvez lui donner pour lui apprendre à s'auto-discipliner, s'auto-gérer, c'est d'abord d'observer. Ce n'est pas tout de suite de mettre de côté les écrans, mais c'est d'observer ses comportements et d'essayer de savoir justement à quel moment sont ses distractions, comment il peut ensuite gérer ses frustrations. Voilà. Donc s'observer en train de travailler, prendre conscience de ces moments de distraction. C'est ça l'autodiscipline et l'autogestion des écrans. Voici un récapitulatif général des règles pour un collégien et lycéen. Au collège, pas de jeux vidéo tous les jours et surtout respecter l'heure du coucher et pas de jeux vidéo avant l'heure du coucher. En ce qui concerne le portable, c'est pareil, le temps de portable doit être contrôlé et vous pouvez, si vous voulez, mettre en place des applications de contrôle parental en fonction de ce que vous voulez contrôler. Attention toutefois à ne pas être trop intrusif. Vous avez tout à fait le devoir et le droit de lui demander sur quelles applications, sur quels réseaux il se trouve, mais s'il vous demande de ne pas le suivre, vous devez respecter aussi son choix au collège. Au lycée, bien sûr, les règles vont s'assouplir, mais vous ne devez pas lâcher la bride et vous devez être présent sans être intrusif. Au lycée, vu l'importance du travail, vous pouvez aussi observer, toujours observer avant d'intervenir, observer comment votre adolescent gère ses devoirs avec son portable et si jamais vous trouvez qu'il ne gère pas bien, eh bien à ce moment-là, effectivement, vous allez intervenir et lui en parler dans un dialogue qui va essayer de ne pas être trop réactionnel. Pour finir donc, rappelez-vous, faites le bilan de votre côté et de son côté de façon objective. Soyez au clair avec vos exigences, vos besoins. Instaurez un dialogue qui ne soit pas un dialogue dans le jugement.
vous allez négocier en fonction de l'âge, le temps d'écran. Comme je l'ai dit, un parent contrôlant en collège, plus souple en lycée, suivant aussi les résultats et les comportements, suivant ce que vous observez de son comportement à l'école et à la maison. Soyez plus encadrant que répressif ou dans la sanction, mais s'il faut sanctionner, sanctionnez. Aidez-le à s'autodiscipliner. Faites-lui confiance pour s'autodiscipliner. Soyez toujours clair sur le cadre posé que vous pouvez petit à petit changer, comme je vous ai dit, et les règles attendues. Car en fait, ces histoires d'écran, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être en rapport avec les valeurs chez vous qui parfois ne sont pas forcément respectées, des valeurs qui ne sont pas respectées, valeurs de partage en famille. Si votre adolescent utilise trop son écran, son portable dans la chambre et qu'il ne partage rien avec vous, si cette valeur pour vous est importante, qu'elle n'est pas partagée, effectivement, vous allez ne pas vous sentir très à l'aise ou même triste et impuissant en tant que parent. Voilà ce module sur les écrans terminé. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons dans votre façon de gérer les écrans avec votre adolescent, mais plutôt de vous donner des conseils, de vous donner des stratégies que vous pouvez mettre en place et qui marchent dans une meilleure aussi communication sur les écrans avec votre adolescent, sachant que, je vous le rappelle, on ne gère pas les écrans de la même façon, dès la petite enfance d'ailleurs, à la grande adolescence. Nous nous retrouvons tout de suite ou plus tard pour un nouveau module consacré à la concentration.